Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il s'en défendait, mais il était considéré comme un parrain du milieu du grand banditisme corse. Alain Orsoni est mort à 71 ans le lundi 12 janvier. Il a été tué par balle pendant l'enterrement de sa mère dans le village de Véro, dans le sud de la Corse. Entre la fin des années 1970 et les années 1980, Alain Orsoni a été l'un des chefs du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Il a aussi dirigé à plusieurs reprises un club de football, l'AC Ajaccio, notamment entre 2008 et 2015. En guerre avec d'autres figures du milieu, il a été contraint pendant longtemps de vivre à l'étranger, notamment au Nicaragua, et ces jours-ci, il était revenu discrètement sur l'île, justement pour les obsèques de sa mère. Code Source retrace aujourd'hui ce destin marqué par la violence, avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien. Damien Delseny, décrivez-nous Alain Orsoni. Pourquoi est-ce qu'il était surnommé le Bel Alain ? Aucun rapport avec Alain Delon, mais c'était quelqu'un déjà d'assez charismatique en tant que tel, mais il avait un physique plutôt charmant, charmeur. Il avait physiquement, et même dans l'intonation de sa voix, moi pour l'avoir rencontré plusieurs fois, vraiment des airs d'Yves Montand, même dans sa façon de sourire, de rire parfois. Il aurait pu avoir un physique d'acteur, c'est pour ça qu'on l'appelait le Bel Alain. Vous l'avez interviewé à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs une fois de sa cellule, par lettre. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernière rencontre avec lui ? Ma dernière rencontre physique avec lui, c'était en 2010, donc ça fait presque 16 ans maintenant. Ça s'était passé à Paris. C'était vraiment au moment des intenses règlements de compte à Ajaccio, dans lequel il était impliqué, d'ailleurs dans lequel il avait été pour un règlement de compte mis en examen. Et il souhaitait démentir tout un tas de rumeurs. Et donc il m'avait donné rendez-vous avec son ami et complice de l'époque, Antoine Nivaggioni. On s'était donné rendez-vous à Paris, dans un hôtel de la Porte-Maillot. Ils étaient venus tous les deux et je m'en souviens d'autant mieux que quelques semaines plus tard, Antoine Nivaggioni, il a été abattu dans les rues d'Ajaccio en bas de chez sa maîtresse par un tueur qui avait surgi d'un coffre de toit de la voiture garée devant chez sa maîtresse, donc déjà un mode opératoire très particulier. Et donc voilà, je m'en souviens très bien de cette dernière entrevue physique avec Alain Orsoni que j'avais eue après dans les années suivantes plusieurs fois au téléphone, mais que je n'avais pas revu notamment parce que Alain Orsoni, il a quitté la Corse après. On va revenir à la fin de ce podcast sur les circonstances tout à fait particulières et choquantes de son assassinat. Mais d'abord, vous allez nous rappeler l'essentiel à savoir sur sa vie. Alain Orsoni est originaire du village de Véro, dans le sud de la Corse. Et dans les années 1970, il est soupçonné de plusieurs violences politiques. Au milieu des années 70, Alain Orsoni va être aspiré par des événements qui se déroulent sur son île natale, en Corse. Lui, il fait ses études à Paris et il va épouser littéralement la cause nationaliste. Il va tellement l'épouser qu'il va être un des participants avec son frère Guy de l'occupation d'une cave, une cave à vin viticole à Aléria qui se trouve au sud de Bastia. Et cet événement, c'est l'événement qui va être l'événement fondateur du FLNC en Corse, du Front de Libération Nationale Corse, puisque de cette occupation, de protestation d'un certain nombre de militants favorables à l'indépendance corse, va naître une intervention des gendarmes, parce qu'au bout d'un moment, les gendarmes interviennent pour évacuer cette cave. Cette évacuation, elle se passe très très mal. Il y a 2 gendarmes qui meurent au cours de cette intervention, donc intervention dramatique, mais événement fondateur dont a fait partie Alain Orsoni à l'époque. Et donc, à partir de ce moment-là, du milieu des années 70, il devient un militant clandestin. Il va rentrer en clandestinité comme d'autres terroristes, puisque à l'époque, il va même lui-même participer à des actions terroristes. Lesquelles, par exemple ? Il va participer à des actions sur l'île, évidemment. Ces attentats sont revendiqués par le Front National de Libération, un nouveau mouvement clandestin. Il visait des locaux et véhicules de la gendarmerie. Une cave et un hangar appartenant à 2 rapatriés ont été dynamités. Avant de partir, le commando signe son action en traçant sur les murs de la cave le sigle FLNC, Front de Libération Nationale Corse. Il va aussi, en tout cas c'est ce qu'il racontera plus tard dans ses mémoires, participer à des actions commises sur le continent, comme on dit. C'est-à-dire qu'à partir de 1979, le FLNC, qui a fait déjà plusieurs nuits bleues, ce qu'on appelle les nuits bleues, c'était des nuits pendant lesquelles il faisait sauter une vingtaine d'engins explosifs sur la Corse, voire même 40 ou 50 par nuit. Et puis à un moment donné, le FLNC va monter en quelque sorte en puissance et va venir faire des actions à Paris. 22 attentats cette nuit à Paris. Les 22 attentats étaient signés. FLNC, ces explosifs sont la seule réponse possible à l'agression coloniale de la France en Corse.
Lui, il participe notamment à une action menée à l'Hôtel de Ville à Paris. Il y aura aussi un attentat au Palais de Justice à Paris, revendiqué par le FLNC. Il va d'ailleurs être arrêté en 1980 dans le cadre d'enquêtes sur ces attentats et il va être incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. En 1983, son frère Guy est enlevé, son corps ne sera jamais retrouvé. L'année suivante, une expédition punitive est organisée à l'intérieur même d'une prison. Ça, c'est un événement totalement incroyable. Alain Orsoni, il bénéficie, après l'élection de François Mitterrand en 1980, d'une amnistie décidée par Mitterrand vis-à-vis notamment des terroristes du FLNC. Il est élargi, il est libéré, il sort de prison. Et donc en 83, son frère Guy disparaît. On ne retrouvera jamais son corps, on ne l'a jamais retrouvé d'ailleurs, mais en revanche, la police, la justice identifie les auteurs de cet enlèvement et probablement de l'assassinat de Guy Orsoni. C'est une bande de voyous qui viennent de la région de Sartène dans le sud de la Corse. 2 de ces hommes sont incarcérés à la prison d'Ajaccio et effectivement en 1984, on est quelques mois après l'enlèvement de Guy Orsoni, un matin à l'aube, 3 personnes se présentent devant la porte d'entrée de la prison d'Ajaccio, 2 sont déguisés en gendarmes, le 3e fait semblant d'être un détenu qu'on amène à la prison. Alors, ils sont rentrés par la grande porte, mais enfin on imagine qu'il y a quand même certainement dû y avoir des complicités internes à la prison parce que ces 3 hommes rentrent dans cette prison relativement facilement avec leurs uniformes de gendarmes et puis ils vont descendre au niveau des cellules où se trouvent 2 des suspects de l'enlèvement de Guy Orsoni. Et ces 2 hommes, ils vont être abattus dans leurs cellules. Cette action, elle va être revendiquée dans les heures qui suivent par le FLNC. Et on rappelle qu'Alain Orsoni est l'un des chefs du FLNC à ce moment-là. Lui-même affirme ne pas avoir participé à cette vengeance. Il a un bon alibi. Il est en fait ce jour-là à la maternité pour la naissance de son premier fils auquel il va donner un prénom assez presque prémonitoire, il va l'appeler Guy comme son frère disparu. Et donc le moment où il est à cette maternité, il y a cette action menée en prison. Donc ça peut pas être lui, mais en revanche, il se cache pas. Il dit, moi je soutiens ce qui a été fait et même je remercie le commando d'avoir été exécuté ceux qui ont enlevé mon frère. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est de dire que, en mon nom personnel et au nom de toute ma famille, nous tenons à rendre un hommage particulier aux membres du commando du FLNC qui hier ont investi et se sont rendus maîtres de la prison d'Ajaccio. Il fallait que justice soit faite, justice est faite, je remercie le FLNC d'avoir rendu justice à mon frère. Et à cette période, il est en guerre ouverte avec un autre chef du FLNC, François Santoni. Il y a une guerre terrible à l'époque qui agite les milieux nationalistes corses. Alors quand on dit une guerre terrible en Corse, c'est des dizaines de morts étalées sur plusieurs mois et quelques années. On appelle ça les années de plomb encore en Corse aujourd'hui, cette guerre interne du FLNC. Et à cette période, malgré ses actes terroristes passés, au nom du FLNC, il traite directement avec l'Élysée sous François Mitterrand. Ça a toujours été des rapports très étranges entre l'État français, quelle que soit sa couleur politique, et les nationalistes corses, y compris quand ils faisaient partie des mouvements terroristes. Il y a des discussions, c'est-à-dire qu'à la fois on met une cagoule, mais à la fois le lendemain, on peut être reçu au ministère de l'Intérieur ou à l'Élysée pour aller négocier. En 1990, Alain Orsoni crée un autre mouvement, le mouvement pour l'autodétermination, le MPA. Alors ce mouvement, il est en fait une scission à l'intérieur du FLNC. Avec plusieurs amis, il crée ce MPA, ce mouvement pour l'autodétermination, qui entend être à la fois un peu moins dans l'action violente et un peu plus dans la négociation, mais qui assez vite va avoir un autre surnom. On va l'appeler le mouvement pour les affaires. Enfin, ses détracteurs vont l'appeler le mouvement pour les affaires. En gros, on accuse ce MPA d'être plus préoccupé par l'aspect financier et l'aspect qu'est-ce que je peux tirer en gros de ma lutte nationale plutôt que par la politique réellement. En 1996, Alain Orsoni s'exile en Amérique. Il va vivre en Floride, à Miami, puis au Nicaragua ou encore au Costa Rica. Est-ce qu'on sait ce qu'il y fait ? C'est la valise ou le cercueil, pour faire simple. C'est-à-dire que la guerre est telle au sein des anciens du FLNC et du MPA, sa vie est en danger. Clairement, c'est une cible, il est condamné à mort, donc il part un peu forcé. Aux États-Unis, en Floride, il va ouvrir une pizzeria un temps à Miami qui va tenir. Et puis après, il va donc partir vers le Nicaragua, le Guatemala. Il va aussi faire des escales au Salvador. C'est des pays qui sont assez proches en Amérique centrale. Et là, il va se mettre avec d'autres Corses qui ont suivi le même chemin que lui, des anciens du MPA qui se sont exilés aussi. Ils vont faire ce que savent faire le mieux les Corses, c'est-à-dire se mettre dans les jeux, les casinos, les salles de jeux, les restaurants, les bars. Et ils vont en quelque sorte devenir des consultants locaux pour installer des machines à sous dans ces pays. Et la police, notamment la police italienne, va aussi les soupçonner de participer à du trafic de cocaïne.
Au bout d'un certain nombre de mois et d'années de présence au Nicaragua, les autorités locales aussi du Nicaragua et puis la police italienne notamment soupçonnent effectivement tout ce groupe de Corses de ne pas seulement s'adonner aux machines à sous et aux casinos, mais aussi de participer potentiellement à un trafic de stupéfiants. On le sait déjà à l'époque, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'est des zones de transit notamment de cocaïne. La mafia est sur place, donc ils vont être assez vite déclarés persona non grata par les autorités du Nicaragua. Il y a un certain nombre de proches d'Alain Orsoni qui vont être expulsés. Lui va partir avant d'être arrêté par les autorités du Nicaragua. Il va pas retourner en Corse tout de suite, il va partir vers Barcelone, en Espagne, parce que notamment c'est là aussi que se trouve le siège de la PEFACO. Et la PEFACO, c'est cette société qui gère, vend, distribue des machines à sous en Espagne, mais dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Donc il se trouve une base de repli à Barcelone. Quand on lit ses interviews, il clamait toujours son innocence. Il disait « j'exècre les voyous ». J'imagine que malgré tout, il a mis pas mal d'argent de côté. Oui, alors on peut mettre de l'argent de côté en faisant des activités parfaitement honnêtes. Quand on installe des machines à sous, quand on travaille dans les milieux des jeux en Amérique centrale, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais lui, par contre, il a toujours nié que cet argent était de l'argent sale, en fait, que ça provenait de trafic ou de choses illégales commises en Corse. Et Alain Orsoni revient en Corse. En 2008, il prend une position importante sur l'île. Il dirige le club de football d'Ajaccio. Il y a 2 clubs à Ajaccio. Lui, le sien, entre guillemets, c'est l'AC Ajaccio, c'est l'Athletic Club Ajaccio. Alors, pourquoi revient-il en 2008 ? C'est lui qui va l'expliquer. Le président, à l'époque, en 2008, c'est un certain Michel Moretti, qui est un ami d'enfance d'Alain Orsoni. Ce Michel Moretti, il est malade, il meurt. Et Alain Orsoni revient à Ajaccio en disant « Voilà, je viens prendre la succession de mon ami ». Il en fait une sorte de devoir moral. Donc, il revient officiellement pour prendre les rênes du club de foot. Et dès cette année-là, il est la cible d'un projet d'assassinat. Un complot très organisé. On m'a annoncé qu'on voulait m'assassiner et qu'on avait déjoué une tentative d'assassinat contre moi. L'assassinat va d'ailleurs être déjoué par la police qui a des informations sur une équipe qui fait des surveillances autour du stade d'Ajaccio et qui surveille les déplacements d'Alain Orsoni. Donc ces gens-là vont être arrêtés vraiment très peu de temps avant de commettre leur assassinat, avec des armes, des cagoules. Et cette bande, c'est une bande qui s'appelle à l'époque la bande du Petit Bar, qu'on connaît pas encore très très bien, qui est une bande montante sur Ajaccio, qui sont des jeunes. On l'appelle le Petit Bar parce qu'ils ont l'habitude de se retrouver dans un établissement du cours Napoléon, l'artère principale d'Ajaccio, qui s'appelle le Petit Bar. Et donc cette équipe montante, on s'aperçoit qu'elle a monté un projet criminel pour éliminer Alain Orsoni dès son retour sur l'île. Et en 2009, la Corse connaît une recrudescence des règlements de compte. Il y en a 25 cette année-là. Et, toujours en 2009, 2 membres du clan Castola sont tués. L'un des frères Castola reçoit plusieurs balles, mais il survit à ses blessures. Qui sont les Castola pour Alain Orsoni ? Les Castola, ce sont avant tout des amis. Surtout le père Francis Castola et Alain Orsoni, ils sont originaires tous les deux de Corse du Sud, des environs d'Ajaccio, et surtout ils ont eu des combats communs, c'est-à-dire que Francis Castola, il a fait partie du MPA, il s'est exilé lui aussi au Nicaragua où il a géré des affaires avec Alain Orsoni, donc sont des amis, sont des associés. Simplement, on s'aperçoit qu'aux alentours du milieu des années 2000, il y a quelque chose qui se passe. On ne saura jamais vraiment quoi entre Francis Castola et Alain Orsoni, mais il y a une dispute, il y a une bisbille, probablement avec des raisons financières derrière. Francis Castola, le père, il rentre d'Amérique centrale au milieu des années 2000, c'est-à-dire avant Alain Orsoni. Il se réinstalle, il reprend des affaires à Ajaccio notamment. Et Francis Castola, il est assassiné en 2005. Et l'assassinat de Francis Castola en 2005, c'est vraiment le point de départ d'une série, d'une litanie de règlements de compte. En 2012, le 16 octobre, un proche d'Alain Orsoni, son ami et avocat Antoine Solacaro, est tué par balle. Alors Antoine Solacaro, on l'a dit, c'est un avocat, c'est l'ancien bâtonnier de Corse. C'est surtout un avocat très connu, bien au-delà de l'île. C'est un des défenseurs de Colonna dans l'assassinat du préfet Erignac. C'est quelqu'un aussi qui a défendu la famille Orsoni, que ce soit Alain ou son fils Guy, dans tout un tas de dossiers judiciaires et autres. Cet assassinat d'avocat, qui est déjà en soi quelque chose d'exceptionnel et d'extrêmement choquant, il vient directement, encore une fois, toucher un proche d'Alain Orsoni. Alors, il faut savoir que cet assassinat d'Antoine Solacaro, il s'inscrit en plus dans une période extrêmement particulière. C'est qu'à ce moment-là, en l'espace de quelques semaines, il y a Antoine Solacaro qui est abattu, on l'a dit. Quelque temps avant, il y a eu une tentative d'assassinat contre Charles Servioni, qui est un extrêmement proche d'Alain Orsoni. Par exemple, Charles Servioni, c'est celui qui gère les buvettes du stade de l'AC Ajaccio. C'est quelqu'un qui connaît très bien Alain Orsoni. Donc lui, il est victime d'une tentative d'assassinat. Quelques semaines après, Antoine Solacaro est abattu. Et quelques semaines après encore, Jacques Nasser, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud,
également un très proche d'Alain Orsoni, est à son tour assassiné dans Ajaccio. Donc cette période, c'est vraiment encore des très très proches d'Alain Orsoni qui sont exécutés. En 2015, Alain Orsoni, son fils Guy et d'autres prévenus sont jugés devant les assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence pour les 2 assassinats et la tentative d'assassinat qui ont visé les Castola. Pendant ce procès, Alain Orsoni clame son innocence, même s'il avait proféré des menaces contre Thierry Castola, le fils de son ami qui lui-même a été tué 4 ans avant. Alain Orsoni dit, lui, depuis le début, moi, je n'ai rien à voir là-dedans, ni dans la mort du père, ni dans la mort du fils. Simplement, il y a un courrier qui va être découvert, un courrier qu'Alain Orsoni a envoyé au fils Castola à une époque. Le fils Castola réclamant et justice et probablement aussi un peu d'argent qu'on devait à son père. Et Alain Orsoni lui fera cette réponse en disant « Le gibier n'a pas pour habitude de payer les cartouches des chasseurs ». Il finira par une formule assez fleurie, donc allez vous faire enculer, c'est ce qu'il dira dans cette lettre aux enfants Castola. Donc il va être poursuivi pour ça, Alain Orsoni, pour cette menace. Mais en revanche, il n'est pas impliqué judiciairement parlant dans les règlements de compte et dans les assassinats. Le procès va se solder par un acquittement général, acquittement jugé suspect qui va donner lieu à une enquête. Oui, parce que l'enquête, elle a été, comme dans tous les règlements de compte, et notamment ceux en Corse, très compliquée, mais l'enquête, elle avait permis d'établir un lien entre plusieurs assassinats commis sur des membres du Petit Bar et des proches des Castola et des Castola eux-mêmes. Alors évidemment, gifle totale pour la justice et la police, puisque plusieurs années d'enquête qui partent à la poubelle, on n'a pas de coupable pour plusieurs assassinats. Et effectivement, il y a une enquête qui a été faite pour essayer de voir s'il n'y a pas eu des pressions sur les jurés. Il y a des jurés qui ont dit aux policiers qu'ils avaient eu l'impression d'être suivis par des motards pendant le procès, le soir quand ils rentraient chez eux. Un autre avait un profil qui était un peu suspect parce qu'il semblait totalement acquis à la cause des accusés. Alors, c'est pas la première fois dans un procès qui implique des Corses. Les pressions sur les jurés, c'est une spécialité de la grande criminalité corse, c'est-à-dire que soit on fait pression en faisant de la corruption, c'est-à-dire en proposant de l'argent carrément aux jurés, ou alors en leur faisant peur, quoi. Et les jurés, c'est des gens qui sont comme vous et moi et qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec des clans criminels. Et cette enquête préliminaire ne donnera rien. Dans cette affaire d'assassinat, Alain, Guy Orsoni et leurs proches ont donc été acquittés. En 2018, le jeudi 13 septembre précisément, Guy Orsoni échappe de peu à un règlement de compte. Guy, lui, il a été acquitté sur un certain nombre de dossiers, donc il a retrouvé en quelque sorte sa liberté et retrouvé la Corse. Les policiers le soupçonnent évidemment de continuer à se livrer à un certain nombre d'activités criminelles, notamment dans le trafic de stupéfiants. Et effectivement, Guy va être la cible d'une tentative d'assassinat assez élaborée dans les rues d'Ajaccio. Il ne va devoir son salut qu'à son véhicule, qui est un énorme 4x4 Mercedes en partie blindé, et au fait qu'il portait souvent un gilet pare-balles sur lui. Il est officiellement, mais il le savait déjà, une cible aussi à son tour. En 2021, Guy Orsoni est condamné lui-même à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il est donc placé en détention. On en vient à l'actualité la plus récente, Damien Delseny. En ce début d'année 2026, le fils Orsoni est donc toujours en prison quand la mère d'Alain Orsoni meurt. Damien, ces derniers temps, Alain Orsoni, 71 ans, on sait où il était ? En fait, il avait quitté depuis plusieurs années la Corse. Il s'était réinstallé au Nicaragua. Il a géré d'ailleurs en partie le club de l'AC Ajaccio avant de démissionner de son poste de président depuis le Nicaragua. Donc il faisait vraiment des sauts de puce, c'est le cas de le dire, 2-3 fois par an en France et en Corse pour venir en cas de problème sur Ajaccio. Mais il se savait menacé, ciblé, condamné à mort, c'est lui-même qui le disait. Donc il s'est réexilé dans un endroit qu'il connaissait, à savoir le Nicaragua, où il avait d'ailleurs reconstruit en partie une vie familiale. Il avait une nouvelle compagne, il avait eu un enfant, et donc il se tenait vraiment à l'écart de l'île. Et on sait dans quelles conditions de sécurité il vivait quand il était obligé d'être en Corse ? Les conditions exactes, on ne les connaît pas réellement, mais ce qui a été dit par un certain nombre de proches, c'est que d'abord, ses déplacements étaient rarissimes en Corse, il revenait quasiment plus, et quand il revenait, il se posait à l'aéroport d'Ajaccio, il se rendait dans son village de Véro, qui est un tout petit village où tout le monde le connaît et où tout le monde quelque part le protège. Véro, qui est un village de la vallée de la Gravona, à une petite demi-heure de l'aéroport d'Ajaccio. Le trajet se fait en voiture blindée, en général en Audi, qu'il avait d'ailleurs récupéré d'occasion d'un autre Corse qui se protégeait avec cette voiture. Quand il était en Corse, il s'affichait pas aux terrasses des restaurants, il n'allait pas en boîte de nuit, quoi. La mère d'Alain Orsoni meurt, elle doit être enterrée le lundi 12 janvier dans le cimetière de ce village de Véro, donc en Corse du Sud. Damien, décrivez-nous les lieux, on est où ?
Alors Véro, c'est ce qu'on appelle la vallée de la Gravona. C'est une vallée qui est en retrait de la baie d'Ajaccio. Quand on remonte un peu vers la montagne, c'est vraiment le fief de la famille Orsoni. C'est-à-dire qu'une boîte aux lettres sur 2 du village de Véro porte le nom d'Orsoni. Lui, effectivement, a fait le voyage. Il est arrivé la veille, le dimanche, en provenance du Nicaragua, en étant passé par Paris avant. Donc il est là depuis quelques heures. Certains disent, mais bon, voilà, ça reste des on-dit, qu'il a fait ses courses le matin à Ajaccio, qu'il n'avait pas l'air de se sentir menacé. Et donc l'après-midi, il assiste à la cérémonie dans ce petit cimetière de Véro, qui est un petit cimetière de village en montagne. Et là, que se passe-t-il ? On descend le cercueil de sa maman dans le caveau. On est vraiment à la fin de la cérémonie. Le prêtre dit encore quelques mots. Et les témoins qui sont présents racontent qu'à cet instant, Alain Orsoni semble s'écarter, avoir un geste d'écart par rapport au groupe, et il le voit s'effondrer. Il a été touché par une balle. Une balle qui l'atteint dans la région du cœur, donc avec une mort quasi instantanée. Une seule balle. Certains témoins avaient évoqué plusieurs détonations, mais il semblerait que ce soit l'écho d'un coup de feu qui est ressenti comme plusieurs, mais en réalité, il n'y a qu'un seul projectile qui l'atteint. Quelqu'un a tiré de loin, c'est ça ? Les premières constatations qui sont faites, c'est que ce tir, il a été réalisé à une distance qu'il est pour l'instant difficile de préciser, mais qui est au-delà de 100 mètres. Il semblerait d'ailleurs que le pas de tir, entre guillemets, ait été repéré ce mardi par des enquêteurs qui l'ont retrouvé. Ce pas de tir, il est en surplomb du cimetière, donc à une distance hors du cimetière, évidemment, qui permet d'avoir une fenêtre de tir sur un endroit bien précis, qui est en fait l'escalier qui permettait d'accéder à la tombe, entre la tombe et l'entrée du cimetière. Donc, le tireur qui s'est posté à cet endroit, il a forcément fait un repérage pour se retrouver dans un endroit où à la fois il lui était possible de tirer et d'atteindre sa cible, d'arriver, de partir sans être vu, ce qui n'est pas évident dans une région comme celle-là. C'est un village où tout le monde se connaît, où on connaît les voitures. C'est aussi quelqu'un, ou quelques-uns s'ils sont plusieurs, qui avait un certain nombre de renseignements. C'est-à-dire qu'il fallait savoir que Alain Orsoni allait venir. C'est l'enterrement de sa mère, mais bon, pour quelqu'un qui mettait plus les pieds en Corse, c'était pas forcément évident. Fallait connaître l'heure, fallait connaître l'endroit où allait se dérouler la cérémonie dans le cimetière pour pouvoir se positionner. Donc c'est vraiment un guet-apens parfaitement organisé, parfaitement minuté, y compris dans l'arrivée et dans la fuite du tireur. J'imagine qu'il y a beaucoup de pistes possibles aujourd'hui ? Alors, il y a 3 pistes thématiques possibles principales. La première, c'est une vengeance, une vendetta. Ça existe, le mot existe. Alain Orsoni, sans être condamné, a été impliqué dans un certain nombre de dossiers de règlement de compte, de morts violentes, y compris qui remontent à 15-20 ans, mais c'est toujours possible que quelqu'un vienne se venger longtemps après. La deuxième option, c'est quelque chose de plus opérationnel, c'est-à-dire qu'on a, depuis quelques mois en Corse, alors c'est de manière assez discrète, mais on sent qu'il y a une recomposition d'un certain nombre de bandes criminelles. Est-ce que dans le cadre de cette recomposition, on décide d'abattre Alain Orsoni qui représente un clan, qui représente une autorité, même si depuis des années, il n'est plus physiquement en Corse, il est loin, il est à des milliers de kilomètres. Est-ce qu'on envoie un message quelque part aux autres clans pour leur dire voilà, on tue cet homme parce que ça représente quelque chose ? Troisième possibilité qui n'est pas complètement à exclure, c'est que son fils Guy Orsoni, qui a déjà été visé par plusieurs tentatives d'assassinat et qui est en prison en ce moment, qui a beaucoup d'ennemis aussi. Alors est-ce qu'on vise le père parce qu'on ne peut pas éliminer le fils qui est en prison ? C'est aussi une option, c'est déjà arrivé, ça peut être aussi une façon d'envoyer un signal. En fait, il y a beaucoup de pistes à explorer. Merci Damien Delseny. Damien Delseny, on vous retrouve chaque samedi aux côtés de Claudia Prolongeau pour Crime Story, le podcast du Parisien consacré aux affaires criminelles. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi et cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon.